Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va corriger les exercices sur les séries entières. Donc on commence tout de suite avec une première série entière où on doit déterminer son rayon de convergence. Alors il y a une méthode classique qui marche pour déterminer facilement le rayon de convergence. Il y a plusieurs méthodes mais il y en a une qui marche très bien. C'est la règle de D'Alembert et elle marche surtout très bien dans ce cas-là parce que on a des factoriels, on a des quotients et on a des puissances. Donc dans ces cas-là, quand on a des factoriels ou fractions ou puissances ou les trois en même temps, tout de suite on doit penser à la règle de D'Alembert. Parce que la règle de D'Alembert, ça étudie la limite d'un quotient. Et une fraction, ça va se simplifier avec les puissances, avec d'autres fractions et aussi avec les factoriels. Donc c'est pour ça qu'on pense à cette règle. De toute façon, vous devez forcément y penser parce que c'est la règle la plus utilisée en général. Alors, la règle de D'Alembert avec les séries, si on vous demande d'énoncer la règle de D'Alembert avec les séries, il faut avoir une suite positive. Il faut travailler avec des suites positives et on étudie la limite de un plus 1 sur un. Et si L est plus petit que 1, ça converge. Si L est plus grand que 1, ça diverge. Enfin, la série, je parle. La série des un diverge ou converge en fonction que L est plus grand ou plus petit que 1. Et si L égale à 1, on ne peut pas conclure. Là, faut faire attention parce que on ne peut pas poser un égale ça parce que c'est un nombre complexe. D'accord. Ce qu'il y a à l'intérieur de la série, c'est un nombre complexe. Et un nombre complexe, ça n'a pas de sens de s'intéresser au signe d'un nombre complexe. Donc, pour régler les choses, on va étudier ce qu'il y a à l'intérieur avec un module. Comme ça, non seulement ça sera un nombre réel, et en plus, ça sera positif. Il faut juste faire attention, c'est que dans la règle de D'Alembert, c'est une suite strictement positive. On ne veut surtout pas qu'elle s'annule, tout simplement parce que si on étudie le quotient, ça pourrait s'annuler, ça serait très embêtant. Donc pour éviter que ça s'annule et on veut que ça soit strictement positif, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des modules et on va séparer le cas z égale 0. Alors, faisons-le tout de suite. Si z égale 0, la série entière, évidemment qu'elle converge. Elle converge et elle est égale à son premier terme. Donc là, il n'y a aucune discussion à avoir. Elle converge parce qu'elle est égale à son premier terme. Et en l'occurrence... non, là, elle est carrément nulle, en fait. Alors, j'aurais pu faire démarrer la... Je viens de me rendre compte que j'aurais pu faire démarrer la somme à une puissance 0. Non, mais là, la série entière, en fait, elle est égale à son premier terme. Donc, il y a pas de... Donc, c'est-à-dire 0, en fait. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté, la série converge. Maintenant, prenons un nombre complexe non nul. On va s'intéresser à ce qu'il y a sous la somme et on va lui donner un nom. On va le noter un de z égale module de n factoriel sur n puissance n. Si jamais en concours, on vous demande d'énoncer la règle de D'Alembert, ce qui peut être largement possible parce qu'on l'utilise très souvent, c'est avec une suite de réels strictement positifs. Faites bien attention à cette hypothèse parce que sinon c'est faux. Hein. Alors, on va considérer cette suite. Calculons un plus 1 de z sur un de z. Alors, je vais avoir module de n plus 1 factoriel sur n plus 1 puissance n plus 1 sur z puissance 2n plus 2 multiplié par, alors là le module de l'inverse, hein, donc ça va être n puissance n divisé par n factoriel z puissance 2n. Alors évidemment les valeurs absolues, les modules, je vais les retirer partout avec les n en fait, parce que voilà, un entier
n est forcément un entier positif, donc il n'y a pas de souci, donc ça va me faire. Alors, si je simplifie un petit peu, à ce niveau-là, vous voyez, n plus 1 factoriel sur n factoriel, ça fait n plus 1, donc je vais le simplifier. Et après, on va rassembler lui et lui. Et au niveau des z, bah, on va le simplifier aussi, donc on va avoir n plus 1 sur fois module de z au carré fois n puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1. Donc je peux simplifier ici. Voilà. Et donc là, je vais mettre tout ça, alors plus précisément tout ça, sur une même puissance n. Parce que c'est un quotient de chiffres qui ont la même puissance, donc je vais mettre une puissance n commune. Donc je vais avoir n sur n plus 1 puissance n fois module de z au carré. Et là, on veut la limite de ça. Alors, il faut être très très vigilant. Vous faites tendre n vers l'infini. Alors, évidemment, en dessous, à l'intérieur de la parenthèse, ça tend vers 1. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le problème, c'est que votre exposant aussi varie. Donc, vous ne pouvez pas dire, l'horreur absolue, ça serait de dire ça, je l'ai déjà vu sur des copies, ça serait de dire que ça tend vers 1 puissance n et c'est égal à 1. Ça, c'est complètement faux parce que vous faites tendre votre n vers l'infini. Donc, pourquoi il apparaît encore, si vous l'avez déjà fait tendre vers l'infini. Donc, quand la puissance est un exposant, c'est un peu... Il faut faire attention, donc il faut revenir à la notation exponentielle. Alors, peut-être avant ça, on peut essayer de l'écrire peut-être un petit peu différemment. Alors, on va l'écrire, on va dire que c'est n plus 1 moins 1 sur n plus 1 donc là je vais séparer ma fraction en deux, je vais avoir 1, c'était peut-être pas judicieux de faire ça. Non, c'était pas judicieux de faire ça. Non, on va pas faire comme ça. On va plutôt dire que c'est n plus 1 divisé par n, le tout puissance moins n. Et donc ça fait 1 divisé par... Donc 1 divisé par tout ça à la puissance n. Mais ce que je viens d'entourer en rouge, je le simplifie, et c'est 1 plus 1 sur n puissance n. Alors là, vous voyez venir le truc. Ici, on l'a déjà fait. Ça, c'est une limite très classique, d'ailleurs, que j'avais appelée dans le cours limite classique. C'est une limite classique qu'il faut non seulement connaître, mais il faut savoir leur démontrer. Donc ça tend vers E, et on va le faire. Alors, je vais plutôt le mettre sous forme de rappel, parce que c'est vraiment le genre de truc qu'on peut vous redemander comme ça, sans forcément passer par un exercice avec d'Alembert. Alors, rappel, en fait, c'est un fait général, c'est que pour tout A appartenant à C, la limite de 1 plus A sur n puissance n, c'est égal à exponentielle de A. Alors, démontrons-le. Je fixe petit a dans C, et je vais m'intéresser à cette limite. Alors déjà, prenons un entier naturel non nul, 1 plus a sur n. On a dit qu'on ne pouvait pas passer la limite parce que l'exposant était une inconnue qui, quand vous allez attendre, l'exposant était c'était pas une constante, c'était une variable. Donc on repasse à la notation exponentielle. Et là, il faut faire très attention aussi. Il y a plein de petits pièges, hein, en fait. Mais c'est les pièges voilà, classiques. Normalement, vous l'avez vu tellement de fois que vous ne tombez pas dedans. Là, le piège, c'est de dire brutalement, allez hop, ça tend vers... c'est de faire un équivalent.
c'est de dire ça c'est équivalent à n exponentielle de n fois a sur n. Parce que ln de 1 plus a sur n, alors mes équivalents sont évidemment à l'infini, ça c'est équivalent à a sur n. Donc ça c'est une horreur, hein. C'est une horreur d'écrire ça, parce qu'en fait ce que vous avez fait sans le dire, c'est que vous avez composé cet équivalent-là, vous l'avez composé par la fonction exponentielle à gauche. Et vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de composer un équivalent par une fonction. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a vu plein de fois. Donc on ne peut pas faire ça. Alors, prenons notre temps. De toute façon, on ne veut pas d'équivalent, on veut la limite. Donc c'est juste la limite qui nous intéresse, on ne veut pas d'équivalent. Alors, comment on va faire? En parlant de... En fait, ce qu'il nous faut, c'est la limite de ce qu'il y a au-dessus. Si on a la limite de ce que j'ai entouré en rouge, alors on aura la limite avec l'exponentielle. Ça sera la continuité de la fonction exponentielle. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver la limite. Alors, ce qu'on sait, c'est que, pour le coup, ln de 1 plus a sur n, ça, c'est du cours. A sur n tend vers 0 lorsque n tend à l'infini, donc c'est équivalent à a sur n. Et je sais que j'ai le droit de multiplier des équivalents. Donc si vous faites n fois ln de 1 plus a sur n, ça va être équivalent à a. En particulier, deux fonctions sont équivalentes, enfin deux suites ou deux fonctions sont équivalentes. Alors j'allais dire une bêtise, si deux fonctions sont équivalentes ou si deux suites sont équivalentes, alors elles ont la même limite. La réciproque est grossièrement fausse. Donc là, c'était simplement la limite qui nous intéressait. Donc là, la limite, c'est petit a. Et par continuité de l'application exponentielle en a, on a que la limite de l'exponentielle de n, ln de 1 plus a sur n, eh bien c'est exponentielle de a. Voilà. Vraiment, il faut savoir faire ça, il faut savoir le refaire seul. Et si vous êtes confronté à un moment donné à ça dans la règle de d'Alembert, il faut savoir le reprouver tout seul. Donc tout ça, ça tend vers exponentielle de 1. Et la preuve est en vert. Ainsi, qu'est-ce qu'on a montré? On a démontré que un plus 1 de z sur un de z, on a démontré que ça tendait vers exponentielle, d'ailleurs, oui, donc 1 sur exponentielle fois module de z au carré. Voilà, donc c'est module de z au carré divisé par e. Voilà. Alors là, maintenant, on va distinguer les cas. On a trouvé la limite, et la question, c'est si la limite est plus petite que 1, alors, voilà, la série converge. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que, on va écrire ça proprement, parce que c'est vraiment des arguments à savoir refaire. Si module de z au carré divisé par e est plus petit que 1, c'est-à-dire que le module est en fait plus petit que racine de e, alors la série somme des an z de n, elle converge. Absolument. Et d'ailleurs, c'est-à-dire ici, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a multiplié à gauche et à droite par e, et après on a composé par la fonction racine carrée, qui est une fonction croissante, donc on ne change pas le sens des inégalités. Donc à gauche ça fait module de z, et à droite ça fait racine 2. Hein. Donc y a pas de... Là il n'y a pas de difficulté. Donc on vient de démontrer que la moralité, c'est que si module de z est plus petit que racine de e, alors la série converge absolument.
Voilà. Et deuxième chose, si module de z au carré sur E est plus grand que 1, c'est-à-dire module de z plus grand que racine de E, là, ce qui me permet de conclure, c'est la règle de D'Alembert pour les séries numériques. Okay. Alors, la série somme des AN z de n diverge, elle diverge même grossièrement. Elle diverge. Donc là, on a démontré que le rayon de convergence, c'était E. Parce que si module de z est plus petit que... c'était racine de E. Parce que si module de z est plus petit que racine de E, ça converge absolument. Si c'est plus grand que racine de E, ça diverge. Donc, d'après, par définition du rayon de convergence, en vérité, le rayon de convergence, c'est racine de E. Voilà. Donc ça, c'est l'application de la règle de D'Alembert. Alors, une autre série, on nous demande de démontrer que ça converge et puis de la calculer, cette série entière. Alors, on a vu que on va faire la même méthode, règle de D'Alembert. D'ailleurs, j'ai pas écrit règle de D'Alembert. Ça m'embête, alors je vais refaire ça. Je vais supprimer ça. Non, c'est pas ici qu'on doit l'utiliser, pardon. C'est ici. D'après le critère d'Alembert. Attention à l'orthographe. Hein. Voilà, je vous le mets en gros. D'Alembert, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit pas comme ça. Voilà, ça s'écrit pas comme ça. Et c'est un M ici, il faut pas oublier le T. Donc c'est important l'orthographe parce que ça, on va dire, ça indispose les correcteurs. Alors, donc ici on va réutiliser la règle de D'Alembert. On a vu que si... Alors ici c'est une série entière avec une variable réelle. Ça change pas grand chose. Hein. On va prendre un réel non nul. Parce que de toute façon, on sait que si on prend x égale 0, la série entière va converger, donc bon, il n'y a rien à faire. Alors, on va poser pour tout n positif. Alors, je viens encore de me dire que j'ai oublié d'écrire quelque chose. Ça, je l'ai noté AN. Voilà, à un moment donné, dans ma conclusion, je parle de AN, je faisais référence au terme général devant les Z de n. Alors, on va poser UN de x égale, alors cette fois c'est valeur absolue de n au carré, x puissance n sur n factoriel. Calculons le quotient. Alors, ça va faire quoi? Donc je vais aller peut-être un peu plus vite. Ça va faire n plus 1 au carré sur... J'ai retiré évidemment les valeurs absolues sur les nombres positifs. Fois n factoriel divisé par n au carré, valeur absolue de x puissance n. Donc là, ça se simplifie toujours bien de toute façon. Quand vous avez des puissances, des quotients et des factoriels, ça se simplifie toujours très très bien. Donc là, ça va faire n plus 1 sur n au carré fois valeur absolue de x. On veut la limite de ça, de cette expression. Alors, bon, on peut faire un petit équivalent, ça mange pas de pain. Le numérateur, il est équivalent à quoi? Il est équivalent à n. Donc ça, en fait, ça, c'est équivalent à 1 sur n fois valeur absolue de x. Et ça tend vers 0. 0 qui est plus petit que 1. Donc d'après la règle ou le critère, peu importe, alors on va lui mettre une majuscule quand même, de D'Alembert, la série des ANXN, donc la même chose, ça c'est ce que j'appelle AN.
bah, cette série-là, elle converge absolument. Parce que la limite qu'on a trouvée, elle est nulle, donc elle est bien strictement plus petite que 1. Elle converge absolument pour n'importe quelle valeur de x. Si ça converge pour toutes les valeurs de x, ou si c'était un z par exemple, bon, et bah, ça veut dire que le rayon de convergence c'est infini. Voilà. Alors maintenant, il faut calculer cette somme. Alors calculons-la. On va la réécrire. Et on va essayer de voir un petit peu comment on peut procéder. Alors, on nous demande de calculer ça, cette somme infinie. Alors, il n'y a jamais rien de magique, hein, c'est toujours le cours qui va vous aider. En l'occurrence, dans votre cours, vous avez 10 développements en série entière qu'il faut connaître par cœur. Et si vous connaissez votre cours, bah, c'est forcément plus simple, parce que là, regardez, x puissance n sur n factoriel, ça ressemble vachement à la série des x puissance n sur n factoriel qui, elle, est égale à e de x. Je vous rappelle le développement série entière de la fonction exponentielle. Sauf que y a ce terme-là, n carré, dont on ne veut pas, parce que s'il n'y avait pas n carré, si c'était 1 à la place, bon, bah, ça serait réglé, ça serait e de x. Alors, il faut se demander comment on peut faire pour calculer cette somme infinie avec n carré. Eh bien, tout simplement, si on regarde le développement série entière de la fonction exponentielle et qu'on décide de dériver cette égalité, le n il va faire quoi? Il va descendre. Et si on redérive une fois, eh ben, il va redescendre. Et donc on va avoir n carré. Bon bah voilà. L'idée c'est d'utiliser le théorème de dérivation terme à terme sur la série entière de la fonction exponentielle. Alors fixons x. Rappelons que e de x, c'est la somme des x puissance n sur n factoriel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? D'après, bah, on va le dériver. D'après le théorème de dérivation terme à terme, bon, bah, l'exponentielle ne bouge pas, ça fait toujours exponentielle. Et si je dérive, alors pour dériver, ce que je vous conseille, les bornes vous les mettrez après. Enfin, mettez les mêmes bornes. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Vous mettez exactement les mêmes bornes et après on réfléchit. Donc, on va obtenir. Alors, ouais, les bornes, on va pas y toucher. Donc, on obtient ça. Maintenant, il y a un moins 1 que j'ai oublié. Maintenant, je vais multiplier par x cette égalité parce que nous, au final, on veut. C'est du. Il y a x puissance n dans la formule. Il n'y a pas de x puissance n moins 1. Donc, multiplions par x. Ça va faire x e de x est égal à somme des n xn sur n factoriel. Donc on va obtenir ça. Alors on a quasiment ce qu'on veut. On va réutiliser le théorème de dérivation terme à terme. Alors je fais un petit copier-coller parce que je répète de toute façon la même chose. Donc d'après le théorème de dérivation terme à terme, on obtient, alors là on va dériver la fonction exponentielle, enfin x e de x, donc ça fait donc u'v plus v'u, u'v plus v'u, et à droite, alors attendez, il y a le chat qui crie. Donc à droite, on va obtenir n carré xn-1 sur n factoriel
Et là, j'ai presque la chose que j'avais envie. C'est juste que là, la puissance, c'est n-1. Alors que moi, je veux une puissance n. Bon, bah, c'est pas grave, on va remultiplier par x. Alors, je remultiplie par x. Donc, en multipliant par x, je vais obtenir... alors, je simplifie lui. Hein. Lui, c'est quoi? Je peux peut-être l'écrire. Ça, c'est simplement e de x, 1 plus x. Hein. Je multiplie l'égalité par x, ça fait quoi? Ça fait x, e de x. Alors, c'est mal écrit dans ce sens-là, j'aime pas trop. On va plutôt l'écrire x, 1 plus x, e de x égale x puissance n sur n factoriel. Et vous avez calculé votre somme infinie. Hop. Donc, moralité, essayez de... C'est souvent les mêmes choses qu'on retrouve. Vous avez une série entière, on vous demande de calculer, calculer sa somme. Bah, c'est soit une série géométrique, soit c'est presque une série géométrique, soit c'est presque une série exponentielle, ou voilà, quelque chose qui... En fait, il faut connaître vos développements série entière et essayer de les appliquer. Et si c'est pas tout à fait pareil, comme ici, bon, bah, vous dérivez. Vous dérivez ou vous pouvez même des fois intégrer. Alors, ceci étant fait, on va passer à encore un exercice où il faut démontrer que ça converge et calculer la somme. Alors, fixons θ et on veut démontrer la convergence de cette somme. Alors, là, vous voyez que c'est pas une série entière. Ça, c'est juste une série numérique. Donc, les séries numériques, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Équivalent, majoration... j'ai aussi la règle de D'Alembert, mais bon, là, avec un cosinus, ça va pas être top. Équivalent, je connais pas d'équivalent du cosinus de nθ lorsque n tend vers l'infini. Par contre, bon, cosinus, je sais que c'est majoré par 1. Donc on pense peut-être à une majoration. Alors, posons. On va poser un égale cos nθ. Pour tout n plus grand que 1. Donc on a dit qu'on allait majorer. Alors, c'est toujours... alors, on pourrait majorer sans valeur absolue. Le problème, c'est que là, majorer, ça, si vous voulez majorer le terme général, c'est pour utiliser le théorème de comparaison par majoration, qui n'est valable que si vous travaillez avec des suites de signes constants. Or, le cosinus n'est pas de signe constant, c'est la raison pour laquelle on met des valeurs absolues. S'il n'y avait pas le cos, si c'était 1 par exemple, on ne s'en mettrait pas avec la valeur absolue, parce que tout ça, ça serait bien positif, et il n'y aurait pas de souci. Mais le problème, c'est que le cosinus n'est pas de signe constant, donc de toute façon, c'est pas très grave. Hein. On sait que si la série converge avec des valeurs absolues, elle converge sans les valeurs absolues. Donc on a ça, et c'est aussi plus petit que 1 sur 2 puissance n. Pourquoi? Parce que n factoriel est toujours plus grand que 1. Donc voilà, vous avez majoré, et à droite, c'est toujours la même chose. On reconnaît quelque chose, on reconnaît une série courante, donc en général c'est série de Riemann ou série géométrique. Là c'est une série géométrique, donc on le dit, puisque la série géométrique donc c'est la série des 1 sur 2 puissance n. Je n'ai même pas besoin de préciser le premier terme, parce qu'une série, la convergence d'une série ne dépend pas des premiers termes, donc là c'est pour ça que je ne le précise même pas. Elle converge, virgule, alors, donc là on utilise le théorème de comparaison par majoration, et c'est bien aussi de dire, vous voyez, tout est positif, il n'y a pas de problème. Donc j'ai bien une majoration avec des suites qui sont de signes constants. Alors l'hypothèse la plus faible, c'est de dire deux signes constants à partir d'un certain rang. Bon là c'est carrément positif à partir du premier rang, donc il n'y a aucun problème. Alors d'après le théorème de comparaison par
majoration, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la série des valeurs absolues de UN converge. Donc la série sans les valeurs absolues converge. Donc ça c'est pour la convergence. Maintenant qu'on a prouvé la convergence, on va la calculer. Alors, on va se la remettre un petit peu sous les yeux. C'était cos n θ. Là je la mets en grand pour essayer de voir un petit peu l'idée qu'on peut avoir. Donc on doit calculer cette somme infinie. Voilà, c'est ça qu'il faut calculer. Alors, il faut essayer de reconnaître une série entière particulière, une série entière qui est évaluée en un point particulier. Alors, par exemple, j'essaie de penser à un truc plus simple. Imaginez 2 secondes que vous n'avez pas cos n θ. Vous avez ça et on vous demande de le calculer. Alors, la présence de la somme infinie et du factoriel doit automatiquement vous faire penser à le développement en série entière de la fonction exponentielle. De toute façon, après, il faut tester des choses. Hein. C'est pas la première idée qui va peut-être marcher. Mais bon, là, rappelons, ça c'est ce que vous feriez au brouillon, vous rappelez le développement en série entière de la fonction exponentielle et vous voyez comment ça peut vous aider. Donc ça, c'est valable pour tout x appartenant à R. Et bah, par exemple, si je l'applique pour x égale 1,5, c'est bien un nombre réel, qu'est-ce que ça ferait? Bah, ça ferait 1,5 puissance n sur n factoriel. Et ça serait exponentielle de 1,5. Et donc, au final, la somme que je voudrais calculer, c'est racine de 2. Parce que cette somme infinie, ça ferait 1 sur 2 puissance n factoriel. Ok ? Donc dans le cas où il n'y a pas de cosinus et il y a juste 1, c'est très simple. Donc on s'est ramené à la fonction exponentielle. Alors maintenant, regardons le cas où on a le coefficient cos n θ qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché quand on avait 1 ? Ce qui a fait qu'on a pu calculer ça, c'était qu'on a reconnu une série exponentielle, d'accord ? Mais c'est parce que au dénominateur, il y avait n factoriel et au numérateur, il y avait une puissance de n. On est d'accord ? C'est ça qui a fait qu'on a pu y arriver. C'est parce qu'au numérateur, on avait une puissance de n. Bon, le cosinus, c'est presque une puissance de n. Parce que le cosinus, je vous rappelle que c'est la partie réelle de exponentielle in θ. Et donc, c'est la partie réelle de exponentielle iθ, le tout puissance n. Donc, elle est là, votre puissance. C'est avec ça qu'on va travailler. Donc là, on a une puissance, et là, on va pouvoir retrouver la fonction, le développement série entière de la fonction exponentielle. Alors, allons-y. Alors, il faut juste réfléchir à la façon dont on rédige ça proprement. Alors, déjà, on va dire que cos n θ, c'est la partie réelle de l'exponentielle in θ. Et d'après les propriétés de la fonction exponentielle, c'est la partie réelle de exponentielle iθ puissance n. Alors, la somme qu'on nous demande de calculer, donc c'était cos n θ. Je suis bête, on lui a donné un nom en plus, on l'appelait un, j'aurais pu l'utiliser, mais c'est pas grave. 2 puissance n, n factoriel. Alors, la partie réelle d'une somme, c'est la somme des parties réelles. Si vous avez la partie réelle de z plus z', c'est la partie réelle de z plus partie réelle de z'. C'est vrai avec 2 termes, comme je l'écris en rouge, mais c'est vrai aussi avec une infinité de termes. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre de sortir la partie réelle. Donc là, ça fait la partie réelle de la somme infinie de exponentielle iθ sur 2, le tout puissance n, divisé par n factoriel.
Donc j'ai sorti la partie réelle et j'ai mis sous une même puissance à la fois le numérateur exponentielle iθ et à la fois le dénominateur le 2. Donc je l'ai vraiment écrit comme la somme de grand X puissance n sur n factoriel. Et alors on va mettre 2 plus. Et ben, de plus, puisque la somme... Alors ça, on sait très bien la calculer. Parce que ça, c'est le développement en série entière de la fonction exponentielle évaluée au point exponentielle de iθ sur 2. Si je ne m'abuse. Oui. Alors pourquoi ça c'est vrai? C'est vrai parce que pour tout u appartenant à R, exponentielle de u, alors je vais plutôt l'écrire dans l'autre sens parce que c'est dans l'autre sens qu'on l'a utilisé. Voilà. Donc on applique ce que je viens d'écrire en vert, on l'applique et on dit que u c'est ça, ok? C'est lui mon u. C'est lui et donc du coup j'ai exactement la formule que j'ai écrite au-dessus en noir là. Mais c'était la partie réelle de ça qu'on voulait calculer. Donc ma somme de départ, c'est donc la partie réelle de exponentielle de iθ sur 2. Alors, calculons cette partie réelle. Donc, c'est la partie réelle de exponentielle de cos θ sur 2 plus i sin θ sur 2. Voilà. Donc, c'est, d'après les propriétés de l'exponentielle, c'est la partie réelle de exponentielle de cos θ sur 2 multiplié par exponentielle de i sin θ sur 2. Vous voulez la partie réelle de ça, bah c'est simple. Lui, c'est un imaginaire pur. Okay, et lui, c'est un nombre réel. Donc la partie réelle de ça, bah, c'est forcément... alors là, j'ai peut-être... Non, je me suis un petit peu emballé là. Je me suis un petit peu emballé dans ce que je dis. On n'a pas fini, pardon. Ça fait partie réelle de exponentielle de cos θ sur 2. Donc là, ça fait cos θ comment on va écrire ça? Alors, je regarde juste ce que j'ai écrit. Oui, non, je pensais qu'il y avait une erreur. Non, non, mais c'est bien ça. Donc ça fait cos de sin de θ sur 2 plus i sin de θ sur 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai simplement dit que exponentielle de ia c'était cos a plus i sin a, et j'ai utilisé ça avec petit a égale sinus de θ sur 2. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Maintenant, voilà, maintenant c'est ce que vous développez tout ça. Donc ça va faire la partie réelle de... bon, là, je pense qu'elle est assez claire, la partie réelle, parce que, regardez, vous développez tout ça. Si vous développez tout ça, vous allez avoir un truc sous la forme a plus ib.
Et donc la partie réelle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le petit a. Okay, et là, en l'occurrence, dans notre cas, le petit a, ça va être exponentielle de cos θ sur 2 fois cos de sinus θ sur 2. Voilà, donc ça c'est la valeur de la somme infinie. Cos nθ sur 2 puissance n factoriel, c'est cos de sin θ sur 2 pour tout état appartenant à R. Et on encadre. Voilà. Alors ensuite, donc là on doit trouver les solutions développables en série entière. Alors, faites attention, ne vous lancez pas dans une recherche d'équations différentielles. Là, on vous demande de trouver seulement les solutions qui sont développables en série entière. De toute façon, les autres, on n'a pas de méthode pour les trouver. Alors, faites très attention, commencez pas à me dire, je vais regarder l'équation caractéristique, c'est-à-dire xr carré plus 3r moins 4x cube égale à 0. Ça, c'est une horreur parce que vous regardez l'équation caractéristique dans ce cas, parce que vous avez une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Mais le problème, c'est que les coefficients ici ne sont pas constants. Lui, c'est une variable, et lui aussi. Donc, quand vous regardez l'équation caractéristique, c'est forcément quand les coefficients sont constants, sont des constantes. Donc là, c'est pas le cas. Et étant donné qu'on n'a pas de méthode dans le cours pour trouver les solutions de cette équation différentielle, qui est assez dure, eh ben on a recours à la théorie des séries entières. Alors allons-y. Donc, on va dire soit somme des a n xn, une série entière de rayons de convergence R non nulle, et on va supposer, on va lui donner un nom, on va supposer que la fonction y, c'est-à-dire la somme infinie, on va supposer qu'elle est solution de E, et on va exploiter le fait qu'elle est solution de E. Alors, déjà, vous voyez qu'on va être amené à calculer la dérivée seconde de y et la dérivée première de y. Donc, calculons-les déjà séparément. Alors, pour tout x appartenant à moins r, y', donc la dérivée de cette série entière, c'est somme de n à n xn moins 1, et je la redérive un coup. Donc ça fait n moins 1 à n xn moins 2. Là, je l'ai dérivé. Alors, c'est une dérivée seconde. Je me suis pas trompé, c'est bon. Alors là, les erreurs sont très courantes, donc on va essayer d'être très vigilant. Vu que f... Alors, je l'ai écrit ici. J'ai supposé que y était solution de... Donc, ça veut dire qu'elle vérifie cette équation. Alors, allons-y. Donc, on a pour tout x appartenant à moins r, donc c'était x, y seconde de x plus 3y' de x, moins 4x cube de y de x égale à 0. C'est-à-dire, alors là, on va le calculer, donc y seconde, on a trouvé ça. Si on multiplie par x,
ça va faire... D'ailleurs, alors ça aussi c'est courant. Vous voyez ces deux sommes, bon, ici le terme n égale 0 ne sert à rien parce que le premier terme est nul. Donc on peut très bien faire commencer la somme ici à 1. Et ici, le terme pour n égale 0 et le terme pour n égale à 1 sont tous les deux nuls. Donc on peut très bien faire commencer la somme à 2. Voilà. Alors maintenant, si je multiplie y seconde par x, je vais obtenir la somme des n-1 à n, xn-1. On a dit qu'on commençait à 2, tac, plus 3 somme n à n xn-1, moins 4 fois x cube fois y. Alors x cube fois y, ça va faire an xn plus 3. Et tout ça, ça fait 0. Mon but, c'est de tout mettre sous une même somme. Je vais avoir une seule somme à la fin et utiliser un des résultats du cours, ce qu'on appelle l'unicité du développement en série entière. Pour pouvoir dire que en fait, tous les coefficients devant le x puissance n, ou x puissance n-1, ça dépend comment on a écrit la somme, et bien tous les coefficients en fait sont nuls. Donc là, pour remettre tout sous une même somme, il y a deux choses à faire. La première, c'est il faut avoir la même puissance de x, et la deuxième, avoir les mêmes bornes. Alors je regarde même pas la bande du haut, parce que la bande du haut c'est plus l'infini dans les trois. Donc vous voyez que ce que j'ai entouré en rouge, c'est pas la même chose, il va falloir le modifier, et ce que j'ai entouré en vert aussi, ça va pas. Donc là il y a un petit peu de travail. Ce qui semblerait, qu'on va commencer par les puissances de x, ce qui semblerait le plus logique, vous voyez, j'ai puissance xn-1, puissance xn-1, et là j'ai xn plus 3. Donc ce qui semblerait plutôt logique, c'est de s'occuper de lui, la troisième somme, et cette troisième somme-là, on va faire un changement de variable pour justement pour faire baisser cette puissance. Alors là, on va faire un changement de variable. Alors on va le faire de tête. Donc, on pourrait le poser tout ça, mais on va le faire de tête, donc je vais mettre... On va le faire de tête. Alors ici, comment on va faire? On veut pas obtenir n plus 3, nous on veut obtenir xn-1. Alors ça revient à faire baisser, dans cette somme, à faire baisser le cran au niveau des n, on le fait baisser de moins 4. Donc qu'est-ce qu'on obtiendrait? On obtiendrait an-4, et la puissance de x, ça serait xn moins 1. D'accord? Je fais baisser de 4 crans chaque puissance. Et par contre, quand vous faites un changement de variable de tête comme ça, les bornes, vous les faites grimper de plus 4 crans, si vous avez fait diminuer de 4 crans à l'intérieur de la somme. Donc là, ça serait n égale à 4. Et l'infini reste toujours l'infini, parce que l'infini plus 4, ça fait l'infini. Okay? Donc c'est la raison pour laquelle je peux me permettre de dire directement que ça, c'est la somme pour n égale 4 à plus l'infini de an-4 xn-1. Donc là, on a réglé le problème de la même puissance de x. Alors maintenant, on va régler le problème des bornes. Il faut regarder celle qui est la plus restrictive. La plus restrictive, celle qui, elle commence à 4. Quand ça commence, là ça commence à 4, donc on peut pas faire grand chose. Pour les premiers termes, on va pas les rajouter à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt les autres, on va retirer leur premier terme. Donc L, dans cette somme-là, je vais retirer le terme pour n égale 1, le terme pour n égale 2 et le terme pour n égale 3. Et comme ça, j'aurai bien une somme qui commence à 4. Et là, je vais faire la même chose. Alors, je vais mettre plutôt une accolade. Donc, cette somme-là, je retire le terme pour n égale 2. Alors, le terme pour n égale 2, c'est quoi? C'est 2 à 2x. Ensuite, le terme pour n égale 3. Peut-être... là, je vais expliquer un petit peu ce que je fais.
Ça, c'est le terme pour n égale 0. Ensuite, le terme pour n égale... Pardon, c'est pas n égale 0, c'est n égale 2. Ensuite, j'ai le terme pour n égale 3, donc 6 A3 x carré, et puis c'est tout. Voilà, j'ai retiré le terme pour n égale 2, le terme pour n égale 3. Donc... Et après, bah, j'ai évidemment tout le reste de la somme. Hein. Donc cette fois, j'ai la somme qui commence à 4. Voilà. Et maintenant, cette somme-là, je vais faire la même chose. Alors je retire le terme pour n égale 1. Donc c'est A1, c'est juste A1. Le terme pour n égale 2, c'est 2A2 x. Et le terme pour n égale 3, c'est 3A3 x carré. Ça, c'est le terme pour n égale 2, et là pareil, le terme pour n égale 3. Je mets des barres pour dire que ça veut dire terme pour n égale machin. Donc voilà, alors maintenant on va réécrire ça. Attention à ce coefficient 3 là, hein. Il ne faudra pas l'oublier, hein, parce que lui, il va multiplier lui, il va multiplier lui, et il va multiplier lui. Et puis d'ailleurs, j'ai complètement oublié la grande somme. Hein. C'est pas fini. Hein. Là, il y a tout le reste de la somme. Donc, alors, je vais commencer par les termes constants. Donc, j'ai A1. Alors, les A1, j'en ai 3. J'ai 3 A1. Donc, je l'écris 3 A1. Ensuite, il y a un terme avec une puissance de x. Alors, il y a lui et il y a lui, mais multiplié par 3. Donc, ça me fait 3, 6, ça fait 8. 8 à 2x. Ensuite, j'ai les termes avec des x carrés. Donc, il y a lui et il y a lui qu'il faudra multiplier par 3. Hein. Il y a ce coefficient 3 qu'il ne faut pas oublier. Donc, 9 plus 6, 15. Voilà, 15. Donc c'est 15 à 3. Et puis après, il y a toutes les sommes, mais l'avantage, donc c'est-à-dire ces 3-là. Mais là, c'est très simple parce que c'est des sommes qui ont la même puissance de x et qui ont les mêmes bornes. Donc je peux mettre tout sous une même somme. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc somme pour n égale 4, a plus l'infini. 2, alors peut-être qu'on va essayer de se faciliter la vie. 3n à n, est-ce qu'on peut pas simplifier un petit peu? Bon, on va tout écrire. Donc nn-1. Je réécris tout. Je tentais une simplification dans la tête, mais on va y aller tranquille. Et après, j'ai moins 4 à n-1. Moins 4 à n moins 4. Donc, parenthèse, x puissance n-1, et tout ça fait 0. Alors, à ce stade-là, on va essayer d'être pile dans le cas du théorème du théorème qui affirme l'unicité du développement en série entière. Je vais poser Bn, ça va être une suite.
Alors, je mettrai les accolades après. Donc, c'est la suite qui vaut 3 à 1 lorsque n vaut 1, 8 à 2 lorsque n vaut 2, 15 à 3 lorsque n vaut 3, et... Alors là, j'ai la flemme de leur copier. Hein. Et tout ça, qu'on va mettre ici, en supprimant ce petit point là, qui est moche. Voilà, lorsque n est plus grand que 4. Je vais considérer cette suite, et qu'est-ce qu'on remarque? Bah, on remarque, alors si je ne me suis pas trompé, non c'est bon. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, on remarque que la somme pour n égale pour n égale 1 à plus l'infini de bn xn-1 est nulle. Alors, c'est simple, hein. Si vous développez cette somme, ça fait quoi? Ça fait B1 plus B2x plus B3x carré. Par construction, j'ai fait en sorte de justement pouvoir écrire. En vérité, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai dit que tout ça, c'était une somme. Voilà, c'était une somme infinie. Mais pour l'écrire sous la forme d'une somme infinie, il a fallu passer par une suite Bn. Alors la suite Bn, elle ne sera pas du tout utile pour la suite, mais c'est juste pour vous dire que voilà, tout ce paquet, je peux l'écrire comme une série entière, qui est ici, cette série entière, et maintenant, j'ai une série entière qui est nulle. Donc ça veut dire que tous les coefficients Bn sont nuls. Donc là, il faut absolument dire cet argument par unicité du développement en série entière. On a pour tout n plus grand que 1, Bn égale à 0. C'est-à-dire que A1 vaut 0, A2 vaut 0, A3 vaut 0. Et d'ailleurs, alors ça m'embête un peu, on va peut-être le simplifier un petit peu quand même. Alors, ça fait n-4, donc là, ça fait, j'ai quoi? J'ai n carré à n, moins n à n, moins plus 3n à n, donc plus 2n à n, donc ça fait nn plus 2 à n. Et puis, il y a l'autre, moins 4... Voilà, je simplifie un petit peu, c'est cette forme-là qu'on va utiliser. Donc nn plus 2 à n. Donc n plus 2 à n. 4n moins 4 égale 0. Voilà. Maintenant, donc ça c'est les coefficients à n vérifient ces conditions. C'est-à-dire que les trois premiers sont nuls, et après on a une relation de récurrence. Alors, là le but, vous serez guidé dans un énoncé, mais si vous n'êtes pas guidé dans un oral, là le but c'est de trouver une expression de AN en fonction de n. Alors, déjà, si vous regardez bien, faisons un petit listing. Alors, j'ai placé les 11 premiers termes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le premier vaut 0, le deuxième vaut 0, le troisième vaut 0. Ensuite, j'ai une relation de récurrence qui relie le nème terme de la suite avec le n-4e.
J'ai une relation qui me dit, si tu connais le n-4e, tu connais le nème. Et donc ça va de 4 crans en 4 crans. Donc par exemple, A4, pour A4, il y a une relation... Alors, 1, 2, 3, 4, il y a une relation de récurrence entre A4 et A8. Ok ? Il y a une relation entre les deux. Il y a une relation entre A4 et A8. Tout simplement, c'est cette relation. Cette égalité, prenez, pour vous en rendre compte, prenez, je sais pas moi, vous prenez n égale 8. Si vous prenez une n égale 8, vous allez bien avoir un lien entre A4 et A8. Donc ce que je veux dire, c'est que les termes sont liés avec 4 crans de différence. Ce qui veut dire que, on peut très bien reprendre ce procédé, regardez A1, ça veut dire que A1 il est lié avec A5, qui est lié avec A9, etc. etc. Et la relation de récurrence, si vous écrivez la relation de récurrence, c'est-à-dire celle-ci, eh bien vous allez vous rendre compte que A5 en fait il est nul. Il est nul parce qu'il est égal à quelque chose fois A1. Et pareil, A9 est nul parce qu'il est égal à quelque chose fois A5, etc. etc. Donc en fait, là vous montrez que A5 est nul. Pareil, A2 est relié avec A6, qui est relié avec A10. Donc A2, A6, A10 sont nuls parce qu'ils ont tous une relation entre les deux, mais A2 est nul. Donc au final, qu'est-ce qui nous arrive? On a tout est nul. Tous les termes de la suite valent 0, sauf ceux que j'ai entourés. En fait, ceux qui ne sont pas nuls, c'est les termes de la forme A4P. Donc A4, A8, A12, A16, A20, etc. etc. C'est ces termes-là qu'il va falloir... c'est l'expression de cette suite, la suite A4P, qu'il va falloir déterminer. Alors, on va peut-être expliquer ça plus formellement. Alors, déjà, on peut reformuler. Donc, cette relation de récurrence, je vais l'écrire d'une façon différente, de façon plus malléable. Ça veut dire que AN, c'est quoi? C'est 4 divisé par n plus 2 fois AN-4. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus clair, parce que si vous prenez, par exemple, n égale 4, par exemple, ça fait quoi? Ça fait A4 égale quelque chose fois A0. On est d'accord? Mais A0 est nul, donc ça fait 0. Et pareil avec A8. A8, c'est quelque chose fois A4, etc. Donc ça fait 0. Donc là, on dit que on montre par récurrence que pour tout P appartenant à grand N, A4P plus 1, c'est égal à A4P plus 2 qui est égal à A4P plus 3 qui est égal à 0. Et comme ça vous dit qu'au final, il vous suffit de déterminer A4P. Il reste à déterminer A4P pour tout P appartenant à grand N. Donc on va le faire. Alors, A4P, qu'est-ce que c'est? Là, je vais utiliser ma relation de récurrence. Okay, alors, ma relation de récurrence, on va la mettre, on va se la garder sous les yeux. Hop. Donc, je la mets en gros ici. Alors, je vais utiliser cette relation de récurrence, mais je vais pas prendre n, je vais prendre 4p. Alors, je remplace les n par des 4p. Et qu'est-ce que je veux obtenir? Eh bien, je veux obtenir 4 divisé par 4p plus 2 fois
A4P-4. Et en simplifiant, ça fait 1 sur 2P plus 1, 2P, A, indice 4, P-1. Voilà. Alors, donc voilà, vous avez utilisé votre relation de récurrence. Maintenant, je vais... Bon, on va la réutiliser. Alors, cette fois, on la réutilise, mais on ne prend pas n. Alors, on ne prend pas n, mais on va prendre 4P-1. Alors, ça va nous faire... donc ça va nous faire... donc il restera évidemment ce terme-là qu'il ne faudra pas oublier. Donc je l'écris tout de suite avant de l'oublier. Donc A4P-1, ça fait... Pareil, ça fait 4. 4 sur 4P-1. Alors on va pouvoir simplifier par... alors 4P-1, 4P-1 plus 1, donc ça fait 4P plus 1. Donc 4P plus 1. Alors je pense que là il y a un petit truc qui va pas dans ce que j'ai fait. Donc là on est plutôt censé obtenir... donc là j'ai pris quoi? J'ai pris n égale 4P moins 1. Oui, non, c'est... Je suis fatigué. C'est 4P-1 avec TP-1 entre parenthèses. Excusez-moi. Donc, ça fait 4P-1 multiplié par 4P-1 plus 2. Donc, 4P-2. 4P-2 fois A, indice 4P-8. Allez, je simplifie. Et puis maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de deviner. De deviner la forme générale de A2P. Une fois qu'on l'a deviné, qu'on pense vraiment que c'est ça, et ben on le démonte par récurrence. Et puis, une fois que c'est fait proprement par récurrence, il n'y a aucun problème. Alors là, les 4 se simplifient. Donc 2P-1, 2P-2. Est-ce que c'était réellement ça? D'accord. J'essaie de trouver mon erreur. Je pense qu'il y a une petite erreur là qui s'est glissée. Je pense qu'il faut réécrire ce que c'est A4P-1. Alors, A4P-1, donc c'est quoi? Donc c'est 4, N plus 2, N moins 4. Donc j'utilise la formule du bas avec N égale 4P-1. Donc ça va faire 4 sur... Alors, 4P-1 multiplié par 4P-1 plus 2 à indice 4P-8. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une façon simple de l'écrire ça?
2P moins 1, 2P moins... Ce serait pas mal que je tombe sur 2P moins 1, 2P moins 2. Alors ça fait quoi? Ça fait 4P moins 4. 4P moins 2. Alors je vérifie juste quelque chose. Bon, je pense que c'est ce que j'avais trouvé. C'est juste qu'il va peut-être falloir l'écrire d'une autre façon. Parce que... Non, mais c'est juste que moi qui est un petit peu fatigué, mais non, mais ça marche très bien. Ça fait quoi? Ça fait 1 divisé par... Donc là, j'ai P-1. Et là, alors peut-être que je vais le souligner, tout ça, ça fait P-1 multiplié par, là je peux mettre 2 en facteur, donc ça fait 2 facteurs de P-1. Et donc au final, j'ai quoi? J'ai 2P, le 2 je le passe de l'autre côté, ok? Donc 2P moins 2, donc lui je le multiplie là et je le multiplie là, hein, on est d'accord? Donc 2P moins 2, 2P moins 1. Voilà, donc c'est ce que je voulais. 2P, je peux même l'écrire dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Voilà. Hop. Et après, j'ai le 1 à 10, 4P-8. Donc là, vous êtes censé voir ce qui se passe. Là, j'ai quoi? J'ai 2P plus 1, 2P, 2P-1, 2P-2, etc. Alors, vous vous doutez bien que si on refait la même chose, eh ben, je vais avoir 2P-3, 2P-4, etc. Bref, au dénominateur, j'ai l'impression... Alors, le mieux, c'est de, comme je vous dis, de le deviner et ensuite de le démontrer proprement par récurrence. Donc là, on remarque que, et ça je vous laisserai le faire par récurrence, c'est pas très compliqué, que ça fait 2p plus 1 factoriel multiplié par A0. Donc là, montré par récurrence sur P que pour tout P, A4P, c'est 1 divisé par 2P plus 1 factoriel fois A0. Vous verrez, c'est très facile. Pour P égale 0, c'est immédiat. Et puis après, l'hypothèse de récurrence, voilà, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, on l'a. Notre solution, on a trouvé une solution qui est développable en série entière. Et c'est la somme des A4P x 4P. Et maintenant, il faut vérifier que cette série entière a bien un rayon de convergence différent de 0. Alors là, pareil, je vous laisse le faire. Là, c'est pas très compliqué. On montre avec la règle d'Alembert que R est différent de 0. Enfin, on le savait en fait. Hein. Non, on montre que R égale à plus l'infini. Voilà. Plus l'infini, vous vérifiez le critère de d'Alembert et vous allez obtenir une limite qui est nulle. Et donc là, maintenant, il faut conclure proprement. Les solutions développables en série entière au voisinage de 0 de notre équation E sont
C'est les fonctions y. C'est les fonctions y définies sur R par la formule suivante. Y de x égale, c'est donc une constante, il ne faut pas l'oublier, somme infinie de x puissance 4p sur 2p plus 1 factoriel où lambda est une constante réelle. Voilà, là vous avez votre solution développable en série entière. Alors maintenant, on va finir avec encore un développement en série entière. Alors le premier, on veut développer cette fonction f en série entière. C'est quand vous avez un quotient et qu'il faut le développer en série entière, vous avez beaucoup de chances que ça soit une série géométrique qui est cachée derrière. Alors pour le voir, on va l'écrire sous une forme plus sympathique, disons. Donc là, c'est bien 1 sur 1 moins truc, où le truc en question, c'est x carré sur 2. Et donc là, ce que vous dites, c'est que ainsi, si la valeur absolue de x carré sur 2 est plus petite que 1, c'est-à-dire en fait que x appartient à moins racine de 2. Racine de 2, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que f de x, c'est x carré. Ça change pas. Mais c'est surtout lui qui est important parce que lui, on connaît sa somme infinie. Si l'exposant ici est plus petit que 1 en module, alors ce quotient, c'est une série géométrique. C'est la série entière géométrique. Et donc, c'est la somme des u puissance n. Mais ici, notre u, c'est x carré sur 2. Alors, on va l'écrire. Donc ça fait somme d'x carré sur 2 donc 1 sur j'avais oublié le 2 là, hein. Donc là, j'ai x puissance 2n et au dénominateur, j'ai 2 puissance n. Et donc, maintenant, je vais mettre le x carré sur 2 à l'intérieur. Et ça va me faire la somme des x puissance 2n plus 2 sur 2 puissance n plus 1. Donc là, j'ai mon développement en série entière. Voilà, maintenant on va faire la même chose avec l'autre. Alors c'était quoi? L'intégrale de cos t carré dt. Alors je le note parce que je vais l'oublier. Je veux obtenir un développement en série entière de cette fonction grand F. Alors pour ça, on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Parce que l'idée, c'est de... Quand vous voulez trouver un développement en série entière et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien regarder la dérivée, obtenir un développement en série entière de la dérivée et ensuite vous intégrer. Donc là, on veut dériver grand F. Pour ça, il nous faut le théorème fondamental de l'analyse. Donc, on l'écrit d'après le théorème fondamental de l'analyse, que je vous laisserai revoir, qui est dans le cours, dans le chapitre 17 sur les intégrales à paramètres. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour tout x, f' de x, c'est cos de x au carré. C'est cosinus de x au carré. Or, cosinus de x au carré, vous connaissez un développement en série entière de cosinus au carré. Donc,
pour tout x appartenant à R. Alors, vous écrivez le développement série entière de la fonction cosinus, sauf qu'au lieu de l'évaluer en x, vous l'évaluez en x carré. Et donc là, 2n. Voilà. Allez, on peut peut-être simplifier quand même. Voilà. Mais c'était pas la dérivée qui nous intéressait. Nous, on voulait un développement série entière que de grand F. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer. Et là, l'idée, c'est de dire que on intègre de chaque côté, mais il faut faire attention parce que si vous intégrez à gauche, vous allez obtenir une primitive. Donc, si vous intégrez à droite, vous allez obtenir une primitive. Mais rien ne vous dit que les deux primitives que vous obtenez sont égales. En fait, les deux primitives que vous obtenez, elles sont égales si elles sont égales en un point. Parce que vous avez unicité d'une primitive si vous imposez une contrainte en un point. Donc là, il faut être un petit peu prudent. Alors, ce qu'on va dire, c'est que d'après je suis en train de me dire que oui, d'après le théorème d'intégration terme à terme, alors d'après le théorème de l'intégration terme à terme, alors c'est pas très bien rédigé, c'est pas ça que je voulais dire, il y a un argument avant qu'il faut dire. L'argument c'est que f de 0 égale 0, et donc f c'est là l'unique en fait, c'est la primitive de f', c'est la primitive de f' qui s'annule en 0. Et il se trouve que le terme de droite, c'est aussi si vous regardez, si vous la primitivez, ce que vous allez obtenir, vous pouvez primitiver à gauche et à droite, parce que votre fonction de départ en fait s'annule en 0. Donc ça c'est le théorème d'intégration terme à terme, la version 2, je crois que je l'écris comme ça dans le cours. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là maintenant on intègre, donc à gauche j'obtiens f, et à droite en intégrant, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, il faut, tout est une constante, hein, ça c'est comme si vous n'en occupez pas. Il faut intégrer x puissance 4n, et x puissance 4n, sa primitive, sa primitive qui s'annule en 0, plus précisément, c'est x puissance 4n plus 1 sur 4n plus 1. Donc, on l'écrit, puis ça sera terminé. Donc ça fait somme de moins 1 puissance n, x puissance 4n plus 1, sur 4n plus 1, et il y avait ce 2n factoriel. Voilà, donc voici le développement série entière de grand F. Et on va s'arrêter là.